seul fait d'armes dans l'orientation, ça a été de participer à la coordination de ce qu'on appelait à l'époque le test d'orientation dans le secteur de la santé, hein, ce fameux test que les jeunes étudiants devaient faire avant de s'engager dans des filières de médecine, avant le concours de médecine ou dans des filières vétérinaires, et où à la fin j'ai pu écrire un rapport qui montrait en fait que son nom était assez largement usurpé puisque ce test ne permettait pas, dans les faits, aux étudiants de se réorienter et qu'on pouvait tout au plus considérer ça comme un test de prérequis. Donc même en tant que spécialiste de l'enseignement supérieur, je ne suis pas spécialiste de l'orientation. J'ai des collègues à Liège qui font ça bien mieux que moi. Mais par contre, effectivement, j'ai pu creuser un peu la question des learning analytics, notamment en lien avec l'évaluation. Et il me semble quand même que le discours peut être assez intéressant, ne fût-ce que pour une forme de culture générale ou plus particulièrement pour nos collègues qui travaillent dans l'orientation dans le secteur de l'enseignement supérieur. Et voilà, donc je me permets, avec beaucoup d'humilité, de vous faire cette courte présentation. Alors, avant d'aborder le vif du sujet, je vais vous présenter ce que sont les Learning Analytics en faisant référence à 4 cas d'école, parce que peut-être que ce concept de Learning Analytics, et ce serait bien normal, vous échappe un peu en termes de contenu. Je définirai après ce que sont les Learning Analytics. J'expliquerai un peu les difficultés qu'on peut avoir. Mon recteur, hein, Pierre Welper, tout à l'heure, disait l'avenir de l'orientation, c'est les logarithmes. Je crois qu'il faut quand même un peu pondérer ce discours-là. Certes, ça peut être des éléments importants et intéressants, mais qui ont aussi le revers de la médaille, et donc je vais avoir un petit discours là-dessus. Un mot sur les algorithmes et les statistiques, évidemment, mais ce ne sera pas très technique, rassurez-vous. Et puis, j'aborderai quelques tableaux de bord qui sont peut-être pertinents dans le domaine de l'orientation, et je terminerai pour vous présenter un projet qu'on est en train de mener à l'Université de Liège pour le moment, et qui peut avoir effectivement une vertu en termes d'orientation, de réorientation des étudiants, mais j'y reviendrai. 4 cas d'école. Le premier se passe à Pourdoux, dans l'université de Pourdoux. Les étudiants qui s'y inscrivent ont dans leur tableau de bord, ils ont un tableau de bord d'abord, hein, dans ce qu'on appelle un Learning Management System, donc ce qui permet de communiquer les cours en ligne. Et ce tableau de bord a 3 feux, enfin un feu de circulation avec un signal vert quand tout se passe bien pour l'étudiant, on pense qu'il va réussir, les choses ont l'air de bien se passer. Orange quand on pense qu'il y a peut-être des difficultés qu'il faudrait qu'il traite, et rouge quand on pense qu'il y a des réelles difficultés et que l'avenir scolaire de cet étudiant est engagé. Ce tableau de bord est disponible, celui qui est sous vos yeux est disponible pour les conseillers pédagogiques, qui pourraient être des conseillers en orientation, qui sont en général des conseillers aux études, et ces conseillers aux études peuvent envoyer des mails assez automatiques ou écrits par un humain, mais ça peut être aussi des mails assez automatiques aux étudiants en fonction de leurs difficultés. Alors, ce qui est intéressant avec ce process-là, et ce slide-ci fait référence au précédent, c'est qu'en fait, il y a des algorithmes qui permettent de mettre ces feux au vert, au rouge ou à l'orange, et tout ça via un processus un peu compliqué qui s'appelle le data mining, où ils vont faire des créations d'algorithmes prédictifs sur la réussite des étudiants en temps réel. Donc, chaque action que l'étudiant fait, la consultation d'un cours sur Internet, la note d'un cours qu'il obtient dans une évaluation formative, la manière dont il va s'engager sur un forum, etc. Tout ça est analysé. Ce qu'on analyse aussi, c'est des données préalables, son parcours scolaire initial avant d'arriver à l'université, etc. Et sur cette base-là, on arrive à dire à l'étudiant, ben voilà, pour le moment, ta situation est plutôt au vert, plutôt à l'orange ou plutôt au rouge, ce qui permet donc, comme je le disais au conseiller pédagogique, soit de faire il a un tableau de bord, il peut communiquer par courrier avec l'étudiant, mais l'étudiant donc a une alerte précoce, peut-être même avant même qu'il n'arrive à l'université, qui le positionne par rapport à des facteurs de réussite, et tout ça avec des statistiques assez puissantes, assez prédictives et relativement fiables. Ce sont des statistiques, hein. On voit notamment dans tous les sondages que parfois les statistiques se trompent lourdement, mais il y a quand même des statistiques là avec une certaine force, on en discutera, qui permettent d'avoir ces colorations de feu. Ce qu'ils ont vu à Pourdoux, parce qu'il y a des études qui sont sorties là-dessus, c'est que le fait d'avoir un suivi proxime des feux verts, des feux rouges, des feux oranges augmente l'engagement de l'étudiant, donc l'étudiant est plus engagé dans ses études, améliore ses résultats. On a 10% de score A et B, c'est le système anglo-saxon, hein, on a A, B, C, D, E, donc on a 10% plus de score A et B que si on ne met pas en place ces feux de signal. Et plus un étudiant est confronté rapidement au système, et plus il y a 2 cours concernés par le système, moins l'étudiant abandonne ses études. Et on trouve qu'il y a 10% d'abandon en moins lorsque ce système est
mis en place. Il y a des défauts, on en rediscutera, rassurez-vous, mais c'est le premier cas d'école que je voulais vous présenter. Deuxième cas d'école que je voulais présenter, ça se passe en Suisse notamment. Vous allez voir que le cas d'école est un petit peu différent. C'est des gens qui travaillent sur la dysgraphie, hein, la difficulté des étudiants, jeunes enfants, à écrire, à former des lettres, à former des mots, etc. Et vous savez qu'il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, hein, c'est une forme de dyslexie, si vous voulez, de l'écriture. Et en fait, ils vont utiliser, l'équipe suisse, la capacité que va avoir un iPad, une tablette, pour donner des données importantes, intéressantes, sur ce qui se passe en termes de dysgraphie. Et alors que les tests habituels, papier-crayon, regarder si l'étudiant formait bien les lettres, le type de déformation qu'il pouvait y avoir, voir s'il semblait appuyer correctement partout avec la même force sur le papier, parfois en utilisant des calques d'ailleurs, pour voir si la force était la même. Hein. On utilisait les fameux calques que moi j'utilisais quand j'étais petit pour recopier des figures. Mais on voit que la tablette, en fait, apporte énormément d'informations parce que c'est une surface qui prend des données sur ce qui est en train de se passer. Et donc, on a des données, évidemment, sur les espaces entre les mots et les lettres, mais aussi le tremblement qui peut être diagnostiqué quand l'écriture se fait avec stylet. La vitesse de l'écriture peut être calculée, la pression ou l'inclinaison du crayon électronique sur l'axe des X et des Y dans le plan de l'iPad, la vitesse de changement de l'inclinaison, est-ce que l'étudiant change, le jeune enfant, pardon, change l'inclinaison du crayon, tout ça est analysé par la plateforme et ça rentre dans, là aussi, une espèce de mouture statistique qui va nous permettre de voir en fait euh, de confronter les données qui ont été recueillies avec un diagnostic qui peut être fait par des professionnels, ce qui va permettre d'affiner le modèle. Alors les professionnels disent oui, c'est un étudiant dysgraphique parce qu'on pour telle et telle raison, et puis on confronte ces raisons à ce qu'on a pu observer de manière tout à fait objective avec les données qui sortent de l'iPad, et ça nous permet d'affiner les modèles et de pouvoir ensuite se passer même de l'avis du professionnel et de demander à un jeune enfant d'écrire sur une tablette et de pouvoir non seulement diagnostiquer si oui ou non il y a un problème de dysgraphie et lequel, mais aussi de lui proposer des activités de remédiation, de correction via la tablette. Donc c'est un élément qui est tout à fait intéressant et qui rentre aussi dans la catégorie de Learning Analytics. Autre élément, autre étude qui fait partie de ce champ des Learning Analytics, on va demander aux enseignants en fait d'avoir une prédiction sur le temps qu'ils estiment nécessaire pour réaliser un certain nombre d'activités qu'ils proposent aux étudiants. Et puis on va analyser, là aussi en prenant des traces de l'activité de l'étudiant, son activité réelle sur les plateformes qui lui sont offertes, on va regarder le temps que ça a pris, et réellement à l'étudiant. Et on voit comme résultat que l'enseignant en fait est assez mauvais pour estimer le temps qu'une activité prend chez les étudiants. Parfois il la surestime, parfois il la sous-estime. Que les étudiants qui réussissent passent plus de temps sur les activités d'apprentissage que ceux qui échouent. Ce n'est pas nécessairement un grand scoop, mais quand même, c'est démontré avec force. Les étudiants qui réussissent font des activités d'apprentissage à l'heure, donc ils ne se laissent pas dépasser par les activités d'apprentissage, ils ne procrastinent pas en se disant je récupérerai mon retard plus tard, et c'est surtout à partir de la deuxième semaine, mais encore un peu plus loin, qu'on peut vraiment voir que les étudiants qui procrastinent, en fait, et même s'ils font les activités d'apprentissage, mais qui les rassemblent tous, vont moins bien réussir que ceux qui les ont fait en temps et en heure voulus par l'enseignant, et que certaines activités, certaines tâches qu'on propose à l'étudiant sont plus susceptibles de l'autre que d'autres de faciliter la procrastination. Donc là aussi, c'est des conseils qu'on peut donner. Voilà un autre type d'études qui rentre dans les Learning Analytics. Quatrième type d'étude, un peu plus polémique, hein, c'est pour ça que je l'ai mis, l'école supérieure de Hangzhou City, dans la province de Zhejiang, en Chine, emploie en fait des outils de reconnaissance faciale pour monitorer l'attention en classe. Donc, de manière pragmatique, il y a 3 caméras qui filment les étudiants, les jeunes élèves en fait, hein, on est dans une école primaire ou secondaire, début du secondaire, je ne sais plus très bien, mais il y a 3 caméras qui filment les étudiants, qui scannent des copies d'écran de ces films toutes les 30 secondes et qui vont décoder, grâce à des algorithmes puissants, l'humeur des étudiants, des élèves qui sont en train de suivre le cours. Et donc, cette caméra va détecter la surprise, la tristesse, l'antipathie, la colère, la neutralité, avec des algorithmes. Et elle va résumer cette application, l'information pour l'enseignant qui est en train de donner le cours. Le système décode aussi
et c'est intéressant, l'activité réelle de l'étudiant. Est-ce qu'il est en train d'écouter, de dormir, de s'appuyer sur ses bras, de se lever, de lever la main, d'être actif, etc. Et tout ça donne un système d'information auquel l'enseignant a accès et qui va permettre à l'enseignant de voir quels sont les étudiants qui suivent et qui ne suivent pas pour monitorer et peut-être réguler son activité enseignante. Donc, il peut intervenir. Et dans l'article que j'ai lu sur le sujet, il se chuchotait même, ce n'était pas encore décidé, mais qu'en fait, le salaire de l'enseignant en Chine pouvait, à un moment donné, être perturbé, percuté par le niveau d'activité des étudiants qui suivaient son enseignement, que c'était une manière d'évaluer la compétence pédagogique. Évidemment, ça fait un peu frémir, on est bien d'accord là-dessus. Ces 4 expériences, d'une certaine manière, peuvent faire un peu frémir. Elles sont aussi porteuses d'un certain nombre d'enjeux, peut-être positifs, peut-être, et ça vaut peut-être la peine, en tout cas, qu'on ait cette discussion, à défaut d'avoir le débat, et je suis désolé, évidemment, de ne pas pouvoir être avec vous en présentiel, ça aurait été très agréable. Les learning analytics, en quelque sorte, la définition globale, c'est la mesure, la collecte, l'analyse et la présentation d'un certain nombre de données au sujet des apprenants et de leur contexte dans le but de comprendre et d'optimiser les apprentissages et les écologies dans lesquelles ces apprentissages se construisent. Donc, en gros, les learning analytics, c'est vraiment, on va tracer l'activité de l'étudiant sur les plateformes qui lui sont offertes. Hein. J'ai bien suivi ce qui se faisait avec Meeting, mais là, on pourrait tracer le nombre de rendez-vous, ce qui s'y est dit, peut-être si on avait une caméra, l'attention de l'étudiant, enfin, pardon, de la personne en orientation et tout ça. Donc, c'est des choses qui sont techniquement possibles, qui font certes un peu frémir, mais c'est des choses qui sont possibles. Bref, la mesure, la collecte et l'analyse et la présentation de données au sujet des apprenants. Et c'est une utilisation de tout ça pour réguler l'approche de l'étudiant ou pour lui permettre à l'enseignant de réguler son écologie d'apprentissage, ce qui met en place pour que les étudiants apprennent. Il y a une autre définition, mais qui est fort similaire, la collecte, l'analyse et l'utilisation intelligente, encore faut-il savoir ce que recouvre ce mot, des données produites par l'apprenant. Et donc la question qu'on pourrait se poser, dans le système universitaire par exemple, quelles traces seraient pertinentes de recueillir pour pouvoir apporter une décision en termes d'orientation, de réorientation chez des étudiants qui sont déjà actifs dans les universités. C'est une question qu'on pourrait légitimement se poser. Alors, quelques caractéristiques du champ des learning analytics. D'abord, c'est un champ théorique récent, hein, ça fait une dizaine d'années qu'on en parle. Tout ça vient évidemment du data mining, tout ça vient du grand mouvement qui consiste à nous donner des applications pour qu'on puisse gérer notre propre activité. Hein. Si vous faites de la course à pied, peut-être que vous avez une application qui va vous dire, vous donner des informations sur vos performances, peut-être même avec un coach qui va à l'autre bout de la ligne vous conseiller. Donc ça fait partie de ce qu'on va appeler le self-regulated. Donc c'est un champ qui est tout à fait ambitieux, mais qui est relativement récent dans le domaine de la pédagogie universitaire, qui concerne effectivement les learning analytics, essentiellement l'enseignement supérieur. Donc pardon pour tous ceux qui ne sont pas intéressés ou concernés par ce champ-là, qui applique des environnements le plus souvent numériques, mais pas que. On peut aussi prendre la présence des étudiants. Et ce qui se passait en Chine, par exemple, ce n'était pas des activités numériques. Hein, on filmait les étudiants en présentiel, mais c'est sûr que quand on a des objets connectés ou des études numériques, on a un peu plus de traces et on laisse un peu plus de traces. Ici, il y aura une trace, un zoom, et à un moment donné, il y avait des problèmes de sécurité qui ont été résolus, mais ça laissait des traces sur tout ce qui était en train de se passer au niveau de zoom. Donc, on laisse des traces dans notre vie habituelle. C'est évidemment, je l'ai dit, associé au big data, au data mining, au business analytics. Ça, on est dans toute cette grande gamme d'outils qui nécessitent une approche pluridisciplinaire. Et ça, la littérature le reconnaît. La plupart des personnes qui travaillent sur le domaine, et vous comprenez bien pourquoi, ce sont des ingénieurs, des data scientists, des informaticiens, des statisticiens, hein, parce qu'on va essayer de faire des prédictions sur tout ça. Et souvent, la littérature nous dit on aurait quand même besoin un peu plus de présence de pédagogues. Et ma question ici que je vous soumets, bah oui, si on veut utiliser en tout cas ce mouvement à un moment donné pour des conseils en orientation, on a aussi besoin de vous. Et on a aussi besoin d'avoir à un moment donné des personnes qui peuvent faire du conseil pour nous guider, les personnes qui travaillent, les ingénieurs, les informaticiens, sur les informations utiles à récolter. Je vais y revenir. Donc c'est quelque chose qui nécessite une approche pluridisciplinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai tout de suite pensé, étant spécialiste de l'évaluation, j'ai tout de suite confronté ces définitions qui paraissent un peu nouvelles, hein, le learning analytics, c'est nouveau et tout ça, mais avec quelque chose qu'on connaît quand même depuis 60 ans dans mon domaine à moi, qui est l'évaluation. Et quand on confronte les deux définitions, celle des learning analytics et celle de l'évaluation, on voit qu'il y a des points communs. Quand on parle de collecte, d'analyse et d'utilisation intelligente des données produites par l'apprenant, on est très proche de la définition de l'évaluation, qui est recueillir de l'information sur laquelle sera posée
poser un jugement afin de prendre des décisions. Et on voit tout de suite qu'il y a une forte accointance entre ces deux définitions, et cette danse à trois temps, prise d'information, jugement, décision, elle est quelque part aussi celle que vous devez mettre en œuvre. Vous devez prendre de l'information, évidemment, sur ce qui est en train de se passer dans la relation d'orientation, pour faire rentrer ça peut-être dans un dialogue collaboratif avec la personne, mais j'imagine que vous avez quand même quelques cadres conceptuels à votre disposition pour pouvoir structurer cette information et pouvoir l'interpréter pour pouvoir donner du conseil en orientation. Donc on voit cette danse en trois temps et c'est quelque chose qui est tout à fait pertinent. Je vois que c'est sans doute pas la toute dernière version du PowerPoint, il y a quelques coquilles, j'en suis désolé, mais je vais continuer avec celle-là. Quatre grandes fonctions que peuvent avoir les learning analytics. Ça peut avoir une fonction descriptive, on décrit ce qui se passe. Diagnostic, on décrit ce qui se passe et on commence à porter un jugement. Mais la force des learning analytics, c'est l'intérêt que ça peut avoir dans nos métiers, c'est que ça a aussi un côté prédictif. On peut prédire assez tôt et avec une efficacité statistique intéressante un certain nombre de choses, comme l'abandon ou la réussite dans des cours, voire prescriptive. On peut dire, bah, écoute, pour le moment, tu es mal parti, mais si tu fais ça, si tu participes à telle activité de remédiation, on voit que ceux qui étaient là les autres années et qui étaient dans ta situation et qui ont suivi cette forme, cette activité de régulation, ont amélioré leurs chances de réussite. Donc, c'est basé évidemment sur une antériorité, mais ça permet d'avoir une vision prescriptive aussi de ce qu'on peut conseiller à l'étudiant pour essayer de mettre le plus possible de chances de son côté. Donc, c'est aussi une logique qui n'est pas impertinente, malgré les guillemets que j'ai mis jusqu'à présent, pour donner du conseil, un conseil efficace que il me semble intéressant que tu participes à des réunions de remédiation. Non, non, ici, on est vraiment sur quelque chose dont on sait que statistiquement, par rapport au profil de la personne, ça pourrait raisonnablement, l'evidence-based nous le montre, avoir des performances positives sur la personne. Alors, je vous passe un peu rapidement le slide parce que le temps passe et j'ai encore des petites choses à vous dire. Mais grosso modo, ça a un certain nombre de vertus, j'en ai déjà parlé. Permettre à l'étudiant de comprendre où il se situe pour essayer de s'améliorer. Permettre à l'enseignant de voir où il se situe pour essayer de l'améliorer. Et pourquoi pas, et je terminerai par ça tout à l'heure, il y a pas mal de possibilités aussi pour les conseillers, soit en orientation, soit au conseil aux études pour les étudiants. En gros, la recette magique, c'est vous tracez l'activité de l'étudiant, donc il faut avoir un recueil sur ce que l'apprenant est en train de faire. Vous secouez le tout avec des algorithmes parfois un peu complexes. Hein. Il faut être statisticien, ce n'est pas de la statistique élémentaire, ou informaticien, avec tous des éléments d'intelligence artificielle, parfois avec des éléments d'outils apprenants, etc. Donc, ce n'est pas simple à mettre en place. Vous ajoutez une pincée de statistiques, vous servez ça dans des beaux tableaux de bord pour tout le monde, hein, pour l'étudiant et pour les conseillers éventuels, ou pour l'enseignant, et l'idée, c'est que vous allez régler des problèmes d'enseignement-apprentissage. Alors, tout ça est bien beau, et c'est relativement enivrant, effectivement. Après, je vous dirai en quoi ça peut se poser un certain nombre de problèmes, mais à ce stade, gardons le fait que, oui, ça peut être considéré comme relativement enivrant, excitant, pour les personnes qui s'intéressent au sujet. Pourquoi? D'abord, on sait que les traces récoltées sont meilleures que les données auto-rapportées pour définir l'action des individus. Si je demande à ma fille si elle a bien étudié son cours de français, elle va me dire que tout s'est bien passé. D'ailleurs, si c'est son prof, elle va dire que tout s'est bien passé. Si j'observe réellement le temps qu'elle a passé sur le cours en ligne, j'aurai une donnée qui sera plus fiable. Je ne dis pas qu'elle sera inverse, hein, mais elle sera plus fiable. La littérature nous le montre. Donc les données auto-rapportées, c'est bien, mais ce qu'on peut observer en termes de traces récoltées apporte une information qui est plus valide, qui est plus fiable. Alors, il y a des success stories, évidemment, dans tout ce domaine-là. Un certain Paul Hubert, en 2019, a produit une étude où il peut prédire avec 90% l'abandon des gens qui suivent un MOOC, et tout ça en observant les traces de la première et de la deuxième semaine laissées par l'apprenant. La manière dont il s'est connecté, le nombre de fois, l'intervalle entre ses connexions, ce qu'il a participé ou pas au chat, toutes ces données permettent de prédire avec 90% d'exactitude les étudiants qui vont arrêter le MOOC avant terme ou qui vont le continuer. Pasco, en 2019, en fait, a fait une étude assez intéressante. Il s'est intéressé à 10 likes que vous laissez sur Facebook, et à partir de ces 10 likes-là, il a essayé de dresser le profil des personnes. Et à côté de ça, il a interrogé des amis, de proches de la personne, pour voir finalement quelles étaient les valeurs, quelles étaient la posture idéologique, etc. de la personne. Et Pasco constate en fait que 100 likes sont aussi efficaces que vos amis intimes pour déterminer votre profil. Donc les likes, les traces que vous laissez sur Internet sont aussi efficaces que vos amis intimes
pour dire un mot sur ce que vous êtes. Et c'est la personne qui lit en fait les deux profils, hein, le profil dressé par les amis, le profil dressé par Facebook, et elle voit les convergences et elle dit, bah oui, pour moi c'est la même chose. Enfin, le niveau où je me reconnais autant dans les deux types de profils. Euh, Ce qui est intéressant avec les traces aussi, c'est qu'il n'y a pas d'a priori. On ne va pas, elles émergent. Alors, bien sûr, il y a un a priori dans la manière dont on les traite, mais il n'y a pas d'a priori sur la manière dont on les construit. On n'a pas de biais sur la récolte de ces traces. Au contraire, par exemple, des évaluations qu'on met en place. Quand on pose une question, on sait que c'est pour évaluer un point précis. C'est à la fois un avantage, hein, parce que évidemment, c'est ça qu'on cherche à mesurer comme information, mais ça part quand même d'un a priori cognitif qui est que c'est l'élément le plus important de la matière. Certes, l'enseignant est tout à fait bien mis pour avoir cet a priori cognitif, mais dans un certain nombre de cas, on pourrait récolter de l'information qui se base sur des a priori qui sont un peu biaisés. Ici, comme on observe un ensemble de traces, ces informations-là ne sont pas biaisées. C'est un peu technique comme argument, je vais passer à la suite, mais il y a quelque chose d'intéressant là derrière. Et donc, en fait, ces traces-là nous donnent, et je pense vous l'avoir montré, un important potentiel d'usage, en fait, pour prédire, alerter, estimer, recommander. Mais évidemment, si je dis que les learning analytics sont enivrants à souhait, je m'en voudrais aussi de faire passer ce message-là, parce que c'est aussi une grande illusion. Une grande illusion, pourquoi? Parce que les gens qui travaillent concrètement dans les learning analytics, en dehors du discours un peu officiel, c'est tellement bien de consulter les traces et de mettre en place des algorithmes, bah, ils voient que ce n'est pas si simple que ça. D'abord, les données sont extrêmement hétérogènes. On va mettre ensemble des résultats des tests, on va mettre ensemble le nombre de clics sur une vidéo, ou si la personne a arrêté la vidéo, on va mettre ensemble le nombre de clics pour aller voir des feedbacks qui ont été donnés par l'enseignant, on va mettre ensemble le temps d'écran ou le nombre de fois que l'étudiant va quitter la vidéo pour aller sur Facebook, parce qu'il y a des possibilités de tracer tout ça, avec des temporalités distinctes et différentes, et finalement, comment est-ce qu'on fait pour sortir de tout ça, de toute cette information-là, des choses intelligentes et pertinentes. Sur papier, ben, on va vous dire que c'est possible, dans la réalité, c'est pas si simple que ça, et même, c'est parfois un peu casse-gueule. Elles sont aussi ces traces partielles et donc partiales, ce qui pose en fait la question de la norme. Est-ce que la norme doit, par exemple, être la réussite? Donc, on va pouvoir mettre toutes ces traces en lien avec la réussite. Est-ce que la réussite est une fonction exacte de l'apprentissage qui a été réalisé avec la plateforme numérique? Bah, certainement pas, parce que les cours sont hybrides, donc il y a déjà tout ce qui échappe à la plateforme numérique. L'étudiant peut avoir imprimé les feuilles et étudié, fait un travail important là-dessus. Donc ces traces, en fait, elles sont partielles, partiales, et posent réellement la question de la norme à laquelle on voudrait sur laquelle, en tout cas, on voudrait donner des conseils. Cher étudiant, tu ne ressembles pas à la norme de celle qu'on a pu observer qui réussit, tu devrais plus lui ressembler. C'est quand même un discours qui est très contestable, me semble-t-il, donc il faut faire très attention à ça. Les données, par essence, sont plutôt numériques, et je viens de le dire, il y a tout l'enseignement hybride, il y a tout ce qui se fait en dehors des cours, donc c'est quand même quelque chose qui permet d'un peu mettre en balance les grands avantages que j'ai cités tout à l'heure, mais avec un certain nombre d'inconvénients. Alors, intéressant, les traces constituent des données d'engagement en fait, de l'étudiant, mais d'un engagement comportemental. Ce n'est pas parce qu'il fait des clics un peu partout sur l'outil qu'il va être intéressé cognitivement sur ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, s'il est un peu malin et qu'il sait qu'à un moment donné, on pourrait utiliser ces learning analytics pour juger de sa performance, il va cliquer beaucoup, justement pour donner l'impression qu'il travaille beaucoup, alors qu'en fait, il sera peut-être pendant qu'il clique en train d'écouter ou de téléphoner à quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, on a ce genre de problème. Les traces constituent des données d'engagement comportemental, pas nécessairement des données d'engagement cognitif. Et évidemment, plus les données sont massives, plus elles sont porteuses de sens, mais moins elles sont plus elles sont factuelles, pardon, et moins elles sont porteuses de sens. Plus on a de données, moins on a du mal à voir quelles sont les données pertinentes, celles qu'il faut vraiment utiliser, celles qui font sens. Et puis, il pose toutes les questions de l'identité numérique. Pour ma part, je ne suis pas tout à fait en faveur, et je pense que j'aurai un discours très mesuré là-dessus, d'une identité numérique qui serait partagée à tous, où il n'y aurait plus aucun contrôle là-dessus, où les traces de tout ce qu'on fait pourraient être analysées pour produire tout un tas de statistiques qui pourraient jouer en notre défaveur ou en notre faveur. Évidemment, ça pose la question éthique là derrière. Je ne vais pas avoir ce débat-là avec vous, mais on pourrait vraiment l'avoir et je suis particulièrement intéressé. Alors, il y a évidemment des tendances prometteuses dans le champ qui permettent de bénéficier des adjuvants, des choses qui sont plutôt sympas dans le domaine, tout en essayant de faire attention aux critiques que je vous ai données. Et en fait, il y a une tension qu'on peut déjà un peu dénoncer, qui apparaît très clairement dans la littérature, je vous le rappelle, relativement décente. Donc pour les data scientists, la donnée est la matière primaire.
Quand on discute avec des informaticiens, quand on discute avec des gens qui travaillent sur le data scientist, ils aimeraient récolter le plus de données possible sur les étudiants, ils mettraient en place des algorithmes là derrière, et ces algorithmes auraient du sens pour eux, puisque la donnée est la valeur la plus intéressante de ce qu'ils veulent récolter. C'est ce qui a été fait dans un certain nombre de contextes, et par exemple, ça a été fait à grande échelle aux États-Unis pour les revendeurs de voitures. Et le grand conseil qui a émergé de tout ça, c'est si vous devez acheter une voiture d'occasion, vous achetez une voiture orange. C'est le grand conseil qui a été donné. Et en fait, quand on décrypte ça, c'est extrêmement difficile de savoir pourquoi cette voiture orange est attrayante. Simplement, ils ont regardé et ils ont dit les voitures orange sont un peu moins chères que les autres, elles tombent moins en panne que les autres, donc achetez une voiture orange si vous devez acheter une voiture d'occasion. Mais ça ne veut rien dire, il n'y a pas de sens là derrière. Pourquoi est-ce qu'une voiture orange serait une meilleure occasion qu'une autre voiture? Simplement parce que le traitement de données dans des algorithmes larges nous ont donné ce conseil-là qui perd de son sens ou de son intérêt. Est-ce que c'est parce que seules les personnes daltoniennes achètent des voitures oranges et qu'il se révèle que ces personnes daltoniennes gèrent mieux leur véhicule? On n'en sait rien. Vous voyez, donc il y a des problèmes là-dessus. Les data scientists, eux, disent il faut récolter beaucoup de données, mais les évaluateurs, et puis vous aussi, ce n'est pas l'ensemble de ces données qui vous intéressent, c'est les données qui sont à prendre en compte pour le traitement que vous avez envie d'en faire et pour prendre les décisions que vous devez pouvoir, ou l'orientation, vous pouvez, les conseils d'orientation, mais c'est une décision, donner un conseil d'orientation que vous devez accompagner chez vos étudiants. Et donc, pour faire ça, il y a deux pistes de réflexion qui sont apparues, je veux dire, ces 3-4 dernières années dans ce champ des learning analytics. C'est d'abord avoir une économie coût-bénéfice des données. Toutes les données ne sont pas bonnes à récolter et ça coûte relativement cher. Donc, plutôt que de s'intéresser au big data, peut-être qu'il faudrait s'intéresser au small data, mais à des données qui seraient très pertinentes, dont on sait qu'elles seraient très pertinentes pour les prises de décision qu'on doit prendre. Ou, c'est un autre mouvement, l'utilisation de données qu'on va appeler épaisses. C'est la thèse de Pereira et Luengo, qui sont des chercheurs suisses, et qui vise en fait à reconstituer la sémantique de l'action. Et donc de dire, OK, l'étudiant clique, mais quelle est la sémantique qu'il y a là derrière? Quel sens est-ce qu'on peut donner à tous ces clics-là? Est-ce qu'on est sûr que s'il clique sur une vidéo, c'est parce qu'il la regarde? Et est-ce qu'on est sûr que parce qu'il a cliqué sur une vidéo qui défile, il est toujours en train de la regarder? Et donc, c'est de mettre en place une sémantique de données là derrière. Et donc, il y a un certain nombre d'études qui portent là-dessus. Alors, je vous passe le lien avec l'évaluation, mais c'est clair que du coup, ces données gagneraient vraiment à rentrer dans des cadres, et notamment des cadres de l'évaluation, qui disent par exemple, la validité est un des éléments, qui dit par exemple, est-ce que les données qu'on recueille ont du sens? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce qu'elles couvrent bien tout le spectre dont on a besoin pour prendre des décisions en lien avec nos étudiants, que ce soit des décisions de réussite, d'échec ou d'orientation, par exemple. Alors, je vous passe, je regarde l'heure, ouais. Euh, il y a deux grands mouvements donc, du coup, qui sortent. Soit on collecte un maximum de données, on met des algorithmes un peu complexes pour voir les profils qui peuvent en sortir, et on se dit que c'est une espèce de vérité. Soit alors on inverse complètement le jugement et on part de modèles qui sont construits, de modèles de ce que c'est l'orientation, de modèles de ce qui sont l'évaluation, et on va quand même profiter de ce grand mouvement de collecte de données pour récolter des données qui ont du sens et qui sont plus intéressants pour nous. Alors, il y a quand même quelques dangers avec le premier volet, le projet des algorithmes qui vont décider un peu pour nous. D'une part, on substitue à l'apport épistémique de l'humain, sa capacité de réflexion, à son esprit critique, la puissance d'un calcul algorithmique. Et autant les personnes que vous suivez en orientation peuvent sortir de là en disant ce type et tout, cette dame était complètement inintéressant et je ne vais pas retirer ses conseils, autant quand c'est un ordinateur qui nous donne l'information, il y a d'autant plus quand c'est sur des études un peu, ça donne une espèce de validation forte de ce qui est en train de se passer. Or, en fait, bien sûr, les données, cet intérêt des traces récoltées va rendre visibles des choses qui ne le sont pas. Par exemple, si on prend ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la calligraphie, il y a là des données qui tout d'un coup sont accessibles alors qu'elles ne l'étaient pas. Donc il y a vraiment un intérêt là-dessus. Mais d'un autre côté, quelle est la crédibilité qu'on peut apporter à ces données-là? Et donc, on rentre dans un certain nombre de difficultés qui sont celles qui sont dans le slide ici présenté. D'une part, si on veut laisser agir les algorithmes, on est très tributaire des données qui sont disponibles, que l'algorithme peut recueillir. Et heureusement, vous et moi, on n'est pas réductible ni à des données
ni à des algorithmes. Donc, il y a plein de choses qui échappent à tout ça. On a des acteurs inégaux face aux traces. Certains en laissent beaucoup, d'autres très peu. Et, chose intéressante, les algorithmes n'échappent de toute façon pas aux stéréotypes. À un moment donné, je pense que c'était Facebook ou Microsoft, je ne sais plus très bien, mais en tout cas, un des grands GAFA avait créé, vous savez, ils ont les moyens, ils avaient créé des algorithmes pour décider de la sélection des personnes. Ils disaient, oui, mais l'humain est biaisé, quand on veut recruter des personnes, on ne sait pas tout. Donc nous, on va mettre des algorithmes très puissants. Et en fait, ils ont constaté qu'il y avait un biais de genre dans ces algorithmes, et que les femmes à compétences égales étaient moins souvent choisies que les hommes, ce qui est quand même assez étonnant en provenant d'algorithmes. Mais en fait, qui programme les algorithmes? Ce sont des humains. Et les humains se basent sur quoi pour programmer des algorithmes? Sur ce qui se passe dans la réalité. Et donc, évidemment, c'est nous qui nourrissons ces algorithmes. C'est nos décisions antérieures, sur base de dossiers qu'on a pu traiter, qui vont permettre à l'algorithme de prendre à peu près les mêmes décisions que ce qu'on aurait pris. Donc l'algorithme n'apporte pas cette magie de tout d'un coup avoir une forme d'objectivité par rapport à l'humain, puisque c'est bien l'humain qui le programme, mais du coup, on s'en dégage, si vous voulez, une espèce de norme pseudo-objective qui pourrait participer, parce que la machine est intouchable, la machine détient la toute-puissance, qui pourrait participer à un processus hégémonique un peu insidieux. Donc il faut quand même faire attention avec tout ça. Et je vais tout de suite, pour avancer et permettre quand même de voir certaines... Derrière le discours, vous voyez que j'ai essayé de prendre des précautions oratoires, à la fois en vous disant tout ce que ça peut apporter, mais aussi les pièges qu'il faut encore surmonter et la tension qu'il faut avoir sur un certain nombre de pièges qu'on ne surmontera pas si on veut utiliser les algorithmes de manière intéressante et pertinente. Je pense que c'était important de vous le dire pour votre culture générale, et puis parce que tôt ou tard, ce mouvement est tellement puissant qu'il va arriver dans vos métiers. Et donc, ça vaut la peine d'avoir déjà eu un discours un peu mesuré là-dessus, et pas suivre la parole d'évangile des GAFA qui vous diront que c'est la vie, et la parole trop critique d'un certain nombre de personnes qui pourraient vous dire il faut rejeter tout ça à la poubelle. La vérité est un peu entre les deux. Et donc, pour terminer tout ça, clôturer tout ça, je vais vous montrer un certain nombre d'éléments qu'on peut produire dans les tableaux de bord. Alors, un petit mot sur les tableaux de bord. Les tableaux de bord apportent une gestion un peu inhumaine. Et vous le savez, permettre à l'individu de confronter un tableau de bord où sont récoltées un certain nombre d'informations l'intéressant, ne se fait pas sans un certain niveau de difficulté. L'humain n'est pas là pour assurer une forme de transaction. Si moi, je dis à mon étudiant, voilà le tableau de bord avec tes résultats, et que l'étudiant voit qu'il a raté, c'est peut-être mieux si moi, je suis là pour lui donner le feedback, prendre ses émotions, accepter ses émotions, peut-être lui expliquer pourquoi il a échoué, rentrer dans un dialogue collaboratif. On est bien évident que c'est beaucoup plus intéressant. Mais les tableaux de bord existent et permettent évidemment d'atteindre beaucoup plus de personnes. Mathieu Haussmann, qui peut-être nous écoute, en tout cas il s'était inscrit, est un assistant ici à l'IFRES qui travaille sur les émotions en lien avec les tableaux de bord. Et c'est quelque chose qui est tout à fait important, de ne pas considérer que le tableau de bord se suffit à lui-même. Surtout qu'un tableau de bord ne suffit pas. Pour qu'un étudiant qui ait un tableau de bord puisse prendre des décisions pertinentes, il y a un certain nombre de conditions qu'on connaît depuis longtemps. Il faut que les données soient diagnostiques, donc pertinentes, crédibles pour l'étudiant, porteuses de sens, et qu'elles orientent l'action. Si on n'a pas ça, l'étudiant il voit qu'il a raté, il ne sait pas quoi faire, il se dira peut-être oui, mais le prof était sévère, causalité externe, et donc il ne va pas prendre en compte le tableau de bord ou les informations qui sont dans le tableau de bord. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle crédibilité finalement pour un modèle dont je vous ai parlé à la première dia qui est Corse Signal, qui va proposer des feux rouges, feux verts, feux oranges, pour un étudiant s'il ne sait pas comment ces feux s'allument, quelle crédibilité est-ce qu'il peut porter à ça. Mais malgré ça, je l'ai montré tout à l'heure, il y a une efficacité sur les apprentissages et sur le non-abandon, donc la poursuite dans les études des étudiants. Donc il y a des éléments qui sont quand même relativement pertinents. Une des questions, mais j'en ai déjà un peu parlé, mais qui sont vraiment intéressantes quand même, qui moi me mobilise beaucoup, et c'est pour ça que Mathieu fait sa thèse de doctorat sur les émotions. Quel rapport affectif à une machine? Je crois que c'est une question qu'on se pose peut-être trop peu souvent, y compris d'ailleurs. On voit bien, MITI, par exemple, a permis de sortir d'une ornière et permet la continuité d'une activité absolument fondamentale. Donc j'applaudis des deux mains. Mais peut-être qu'il faut aussi se poser la question, quel rapport affectif sur la transaction qu'il se passe entre deux humains via
une machine. La machine, en fait, et d'autant plus quand elle a des algorithmes qui produisent des résultats, elle a la science derrière elle. Elle a été programmée par des gens intelligents, il y a quelque chose de... Et comme je le disais, autant on peut penser qu'un enseignant a fait une interro trop sévère, qu'il n'a pas mesuré votre compétence réelle, autant on peut penser qu'un conseiller en orientation n'a pas tout à fait compris en fait ce qui vous intéressait, autant bah, quand la machine donne un verdict, ce verdict, on sait, les études le montrent, hein, qui sort beaucoup plus inattaquable. Et autant on peut traiter un humain de compte, on ne peut pas vraiment traiter une machine et se défouler en disant cette machine est complètement stupide, ce logiciel ne tourne pas. On ne peut pas le contester, on ne peut en fait que s'y soumettre. Et quid des émotions là derrière? C'est quand même quelque chose qui est intéressant. Quid d'une forme d'addiction aussi au quantifié de self. Finalement, quand je cours, est-ce que c'est pour améliorer mes stats ou c'est pour soigner ma santé? Ou est-ce que c'est pour améliorer mes stats et dire à mes amis que j'ai amélioré mes stats? Vous voyez? Donc, est-ce qu'il n'y a pas un glissement qui peut s'opérer? Finalement, qu'est-ce que ça nous dit sur notre intériorité, tout ça? Qu'est-ce que ça nous dit sur la manière dont la science euh, va-t-elle suppléer ou va-t-elle compléter notre humanité? Et là, c'est des questions qui me semblent tout à fait intéressantes, qui sont d'ailleurs traitées dans les Learning Analytics, où on va commencer à parler de bienveillance algorithmique, où on va donner que des tableaux de bord euh, qui permettent à l'étudiant de réagir positivement, issus un peu de la psychologie positive par exemple. Il y a certaines personnes qui plaident pour un organe interdisciplinaire de labellisation d'un tableau de bord, donc il pourrait regarder si le tableau de bord peut être communiqué à l'étudiant, parce que quand un étudiant reçoit, même si l'information est vraie, hein, ayant raté le test formatif de novembre, tu as 3 chances sur 100 de réussir ton examen de fin d'année. Même si l'information est vraie, est-ce qu'on peut la communiquer? Voilà une information qui est intéressante. Est-ce que le fait de la communiquer est susceptible d'améliorer ces 3%? Parce que si le fait de la communiquer a systématiquement un effet de diminuer ses probabilités, alors il ne faut pas la communiquer. Donc il y a toute une réflexion qui porte là-dessus et c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et moi je pense qu'il faut des médiateurs humains entre les technologies et la personne à conseiller ou la personne qu'on veut former. Et ça tombe bien parce que c'est ce qui se fait dans un certain nombre de tableaux de bord, d'éléments que je vais vous présenter un peu rapidement. À l'Université libre d'Amsterdam, c'est pas très très loin, hein, ils ont fait un système d'alerte précoce. Je vous ai cité les auteurs qui sont ici. Ils prennent tout un tas de données sur l'étudiant. Ils prennent des données de genre, des informations d'âge, enfin des données biographiques, des données antérieures, ce qu'ils ont fait dans leur parcours antérieur avant d'arriver à l'université, des informations sur est-ce qu'ils sont venus au jour de présentation, est-ce qu'ils sont venus aux séances qui présentaient les études, etc. Le temps qu'ils ont mis entre l'inscription, le paiement, le temps qu'ils ont mis entre l'inscription et la connexion au cours, tout un tas d'informations sur ce qui se passe au niveau des facultés aussi, le taux d'échec qu'on voit dans les facultés, dans chacun des cours, etc. Le nombre d'étudiants dans le programme et des résultats, puisque ça permet évidemment de compléter l'algorithme, par exemple, tests de langage qui ont lieu en début d'année, mais aussi d'évaluations formatives ou d'évaluations qui arrivent très tôt dans l'année. Et ils prennent toutes ces informations-là et ils arrivent à en faire un tableau de bord qu'ils donnent non pas à l'étudiant, mais au conseiller aux études, au conseiller peut-être en orientation, qui est ce tableau de bord-ci, où on va voir comment se situe la personne par rapport à ses pairs ou aux pairs qui sont inscrits dans la même filière. C'est ce qui est ici, donc on voit un certain nombre d'éléments, on voit la moyenne obtenue sur base des indicateurs par l'étudiant, et pardon, on voit les données de l'étudiant, on voit la moyenne de ses pairs, et on voit les éléments les plus prometteurs, ceux pour qui il y a le plus de réussite au niveau de ces indicateurs-là. Même chose pour les données de performance. Et grâce à tout ça, on arrive à sortir un algorithme prédictif, mais qui se base sur ce qui s'est passé antérieur, sur le profil de cet étudiant-là, est-ce qu'il a réussi ou pas les études, et on arrive à avoir ici, tout au début de l'engagement, on sait que cet étudiant, et c'est brut, hein, mais va avoir 27,9% de chances de réussir son année. Et puis on va voir qu'après le premier terme, hein, après le premier élément, il va augmenter un peu ses chances. Et puis au terme 2, malheureusement, il a fait une évaluation ou plusieurs évaluations qui étaient assez mauvaises. Là, il va diminuer un peu ses chances et il relève un peu la tête au niveau du terme 3. Et donc, quand un conseiller en éducation reçoit cet étudiant, bah, il a un certain nombre de données qui lui permettent d'y voir un peu plus clair sur un certain nombre d'éléments qui lui permettent
donc de donner du conseil pédagogique ou pourquoi pas en orientation à l'étudiant, avec des données en amont, donc avant même la formation, et puis des données qui ont été récoltées pendant la formation. Euh, Ce qui se passe encore plus près de nous à la KUL ressemble un peu à ça. Ils ont un logiciel qui s'appelle LISA, qui est open source, donc n'importe quelle université ou haute école pourrait l'installer. D'ailleurs, ça a été fait dans certains pays d'Amérique latine, et nous, on envisage sérieusement de le faire au niveau de l'Université de Liège, qui va vous donner ce genre de statistiques. Donc, ça va vous donner, pour chacun des cours, les cours sont notés ici, le score qu'a pu faire l'étudiant, soit dans des données très précoces, hein, des concours d'entrée ou des tests qui ont lieu vraiment tout au début, soit pour des données formatives, soit pour des données, des examens de janvier ou de juin, en l'occurrence ici. C'est un tableau de bord que le conseiller en orientation peut avoir. On voit où l'étudiant se situe par rapport à la cohorte. Donc, on a non seulement son score, il a eu 10 sur 20, mais vous voyez où il se situe par rapport à la cohorte. Et sur base de ces informations-là, on voit de tout ce qui s'est passé ici qu'en septembre, en deuxième session, il va devoir représenter effectivement un certain nombre d'éléments d'examen et il va devoir représenter ces examens-ci. Et là, la machine va fonctionner aussi pour dire, voilà, si on regarde les données antérieures, des gens qui ont sa moyenne, des gens qui ont réussi, par exemple, le cours le plus fort, ils ont obtenu un 14, donc il y a un certain nombre d'algorithmes qui sont là derrière. Et donc les personnes qui ont ce profil-là et qui ont dû représenter ces 6 examens-là, en gros, ils ont 6% de chances de réussir leur année, ou en tout cas de réussir tous ces examens. Par contre, et c'est la case à cocher ici, si la personne ne veut représenter que ces 3 examens qui sont ces trois-là, thermodynamique, électrique, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi non plus, et bien là, du coup, ses chances de réussir les 3 examens qu'il a sélectionnés sont de 54%. Et donc, vous voyez, c'est un tableau de bord aussi qui est utile éventuellement pour l'étudiant, mais en tout cas pour celui qui le conseille, pour dire, écoute, est-ce que tu es sûr que tu veux tout présenter? Peut-être que tu feras partie des 6%. Mais sache que 6%, ce n'est pas grand-chose. Que peut-être qu'il y a une transaction en fonction de ta situation, en fonction de ce que tu veux, qu'on pourrait trouver et mettre en place par rapport à ça. Je termine, je pense qu'il me reste 2 minutes avec un projet qu'on a développé au niveau de l'Université de Liège, qui s'appelle ULAC, sur lequel on est en train de plancher et qui verra sa première itération réelle près des étudiants l'année prochaine. C'est financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'enseignant a une plateforme web où va lui arriver les résultats des étudiants et sur lequel il va pouvoir construire un feedback à destination des étudiants. Et il y a un volet étudiant, c'est-à-dire que l'étudiant va recevoir sur son téléphone des feedbacks en lien avec les tests qu'il a pu passer. Alors l'étudiant va avoir d'autres choses et je vais vous présenter les interfaces directement. Il a donc le feedback en lien avec l'interro qui vient de passer, interro formative ou l'examen qui vient de passer. Donc, ça arrive sur son GSM comme on a une notification Facebook. Il arrive dans l'interface qui est ici. Il voit qu'il a un examen de microbiologie pharmaceutique qui a été évalué. Il a eu 16 sur 20. Il voit que son 16 sur 20, il est là, donc il est plutôt bon par rapport à ses pairs. Hein, c'est le groupe d'ensemble. La moyenne de ses pairs est en bleu. Le petit triangle correspond au seuil de coupure. Donc, on voit que on est un peu en dessous de la moyenne, un peu en dessous de 10 en moyenne, et on a un premier message du prof qui est le message global qu'il va envoyer à tous les étudiants qui ont passé le test. Et ici, on a un deuxième message du prof qui est un message que, par exemple, il va envoyer à ceux qui ont entre 15 et 20. Donc, le prof reçoit dans son interface les résultats, peut choisir à qui il veut envoyer des messages spécifiques et va envoyer des messages spécifiques, par exemple, ici, à ceux qui ont 15 et 20. Mais il pourrait décider d'envoyer un message spécifique, très porteur d'espoir à ceux qui ont 8 et 10, en disant, tu vois, tu n'es pas très loin de la moyenne, encore un effort, tu vas pouvoir y arriver. Et peut-être un message d'alerte un peu plus fort à ceux qui ont au-dessus de 8 en disant, faites gaffe, là, il faut quand même qu'on se secoue un peu, prenez rendez-vous avec mon assistant et on va pouvoir regarder ça ensemble. C'est le premier niveau d'interface qu'on peut donner. Deuxième niveau d'interface, on va pouvoir lui faire une petite enquête. Comment est-ce que tu te sens pour le moment dans les études? Est-ce que tu te donnes beaucoup de chances de réussir ou pas? Donc, on a des enquêtes qu'on peut envoyer à l'étudiant avec une ou deux questions. Hein. Ce n'est pas l'idée de faire des longues enquêtes. Il y a des logiciels bien mieux faits que notre outil pour ça, mais qui va lui permettre d'avoir un certain nombre d'informations de recueillir un certain nombre d'informations qu'on pourra faire rentrer dans des algorithmes aussi prédictifs à terme, évidemment, mais qui permet de prendre un peu la manière dont l'étudiant se sent par rapport à ses études. C'est la même interface qui va pouvoir lui donner du conseil. Écoute, on arrive en novembre, ce serait bien de commencer à planifier un peu ta bloc. Est-ce que tu y as pensé? Voilà un lien Internet qui te mène vers le site chez nous de Guidance Études qui te montrera comment on peut planifier ta bloc.
Alors, dernier élément de cette interface, mais que je juge assez intéressant, notamment dans cette perspective de learning analytics, c'est de support émotionnel, on va lui demander comment il se sent. Donc l'étudiant, tout, tout le temps, sur cette interface, dès que l'interface est ouverte, peut notifier une émotion. Il peut se dire qu'il est heureux, confiant, fier, reconnaissant, satisfait, soulagé, stressé, gêné, furieux, triste, dégoûté, découragé. Et il peut notifier ça quand il le veut. Et s'il notifie son état d'humeur, alors il peut voir comment se situe le groupe de référence, un premier bac psycho par exemple, si c'est un premier étudiant en psychologie, comment se situe le groupe de référence par rapport à cette humeur. Et donc ça permet de voir peut-être qu'il n'est pas le seul à être un peu découragé pour le moment, ça permet de voir de notifier et aussi aux autorités facultaires ou aux autorités du programme, l'humeur qu'ils ressentent pour le moment, mais ça permettra aussi de faire une communication ciblée auprès d'un certain nombre d'étudiants. Bah, pour le moment, on voit que tu es très stressé, ça fait quelques fois que tu nous le dis dans l'interface, peut-être que tu peux prendre contact avec nous et qu'on peut en discuter. Donc ça permet aussi de pouvoir avoir une gestion un peu plus fine des émotions. Voilà, je vais terminer là parce que mon temps est déjà dépassé depuis 2 minutes, désolé. Mais voilà l'interface sur laquelle on travaille et qui sera disponible normalement en janvier pour faire des tests massifs auprès de nos étudiants et de nos enseignants et probablement dès la rentrée prochaine, rentrée scolaire prochaine, de manière diffusée un peu plus large. Dernier mot là-dessus, on a demandé un subside cette année à Madame la ministre. On n'a pas de nouvelles, on ne sait pas si on l'aura, mais si on l'a, l'idée c'est que cette plateforme-là devienne une plateforme open source qui puisse être utilisée par l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles et ailleurs dans le monde. Donc voilà, mettez ça peut-être dans un coin de votre tête. Voilà, désolé d'avoir été un rien plus long, je me tais et j'écoute d'éventuelles questions. Merci beaucoup, Monsieur De Traux, pour cette présentation interpellante et à la fois très instructive. Nous allons maintenant répondre aux questions. Il y a quand même eu pas mal de questions pendant la conférence. Alors, les premières questions, quand vous avez présenté les premières études, concernaient spécialement l'aspect éthique de ces études, des learning analytics. Nadine demandait si le consentement des étudiants a été sollicité et elle soulignait le fait que ça soulevait des questions éthiques et philosophiques et des questions par rapport aussi finalement à la vertu des faits et des chiffres et au fait de les prendre pour argent comptant. Oui, bien sûr, il y a un côté éthique qui est vraiment important et bah, on est en contact constant, par exemple, par rapport au projet que je viens de vous donner, avec les comités éthiques et cetera, et il est évident que ça se fera sur base volontaire des étudiants qui seront tout à fait libres ou pas de télécharger, l'application et qui seront aussi tout à fait libres ou pas que leurs données soient utilisées, par exemple, par des conseillers pédagogiques. Donc évidemment, il y a un côté éthique et évidemment, et je crois que vous avez compris dans mon discours que je suis très attentif à ça. Je ne vois pas que des qualités dans toute cette perspective de learning analytics. Évidemment qu'on sera très, 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 très soucieux de la protection des données et de la base volontaire sur laquelle ça pourra être mis en œuvre, évidemment. Et est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte aussi dans des études, les études que vous avez présentées? Le volet éthique, oui, bien sûr. Je pense que c'est de toute façon les normes d'utilisation des données des étudiants. Maintenant, c'est géré au niveau européen. Hein, c'est le GDPR, protection de la donnée, etc. Donc, on est de toute façon, même si on ne voulait pas, on est soumis à des contraintes européennes fortes. C'est la même chose pour tous les pays européens. Les expériences que j'ai citées sont en tout cas, celles pour lesquelles j'ai montré des tableaux de bord à la fin, sont des projets européens. Évidemment, est-ce qu'en Chine, ils prennent l'avis des étudiants? Ça, franchement, j'en sais rien de ce qu'on entend, mais vous êtes aussi bien que moi, je n'ai pas fait d'études là-dessus, donc c'est le citoyen qui parle. Il semblerait que ce ne soit pas le cas, évidemment, et c'est un objet de questionnement aussi, mais c'est aussi pour ça que j'ai montré cette étude, parce qu'effectivement, il y a des questionnements, et je pense qu'en tant que citoyen, en tant que chercheur, j'ai envie de croire que ça peut apporter une information qu'on n'a pas pour le moment pour aider de manière bienveillante les étudiants, et en tant que citoyen, je suis aussi très, très curieux et très attentif à ce qu'il n'y ait pas de débordement là-dessus. Quand j'ai essayé de vendre le projet à mes autorités et au ministre Marcourt à l'époque, et maintenant je disais, c'est mieux que les universités prennent ça en charge que Facebook, parce que Facebook, pour le moment, a plus d'informations sur nos étudiants que nous, sur ce qui est en train de se passer, puisque nos étudiants travaillent sur des groupes Facebook, en fait, il faut en être conscient, qui partagent les données, qui partagent les questions, qui partagent tous ces éléments-là. Et si, le jour où Facebook se rendra compte que c'est une mine d'or, on sera confronté, nous, aux universités, à devoir être réactifs, alors qu'on peut être proactif. C'était une manière, un argument de vente, entre guillemets.
Merci. Isabelle demandait si le projet Simon en Flandre est comparable au premier exemple que vous avez donné et qui concernait, je pense, l'université de Purdue. Je pense que c'est plutôt comparable au projet LISA que j'ai présenté à l'avant-dernier slide. D'accord. Alors, on a deux questions aussi qui sont relatives à l'effet de prédiction autoréalisatrice, c'est-à-dire le fait d'avoir une information, une prédiction va peut-être mettre la personne dans une posture qui va finalement faire arriver cette prédiction. Et donc, c'est Alexandre qui demandait ça, comment lutter contre ça. Et une autre question qui demandait si on avait mesuré l'impact Rosenthal. Oui, bah, les deux. Alors, l'impact Rosenthal n'a pas été mesuré dans les études que je vous ai citées, en tout cas celle sur le corps signal, mais c'est effectivement une question qu'on pourrait clairement se poser. Les deux questions sont assez en lien, hein. C'est pour ça que ma posture à moi est de dire qu'il vaut mieux avoir, si on fait des données prédictives, en tout cas par rapport à la réussite de l'étudiant, il vaut mieux que ce genre de tableau de bord ne soit pas communiqué à l'étudiant et passe par un médiateur humain. Pour éviter justement cette forme de découragement. C'est aussi pour ça, et on est deux centres au niveau mondial à s'y préoccuper beaucoup, que j'ai voulu mettre une thèse de doctorat, Mathieu, sur la question des émotions. Je pense que tous les feedbacks ne sont pas bons à entendre pour un étudiant, avec certains feedbacks, même s'ils sont donnés de manière bienveillante et correspondent à une forme de réalité, vont être antinomiques à ce qu'on vise, c'est-à-dire permettre à l'étudiant d'améliorer sa performance par rapport à un cours. Donc, les deux réponses que j'apporte à ça, c'est un, médiation humaine, et deux, prise en compte, y compris dans la médiation humaine, d'ailleurs, des émotions de l'étudiant, et avoir un fine-tuning de ces éléments-là si on veut aller vers les learning analytics. Parce qu'effectivement, c'est un des grands dangers. Ok. En matière d'orientation, vous y avez un peu, vous l'avez abordé. Donc, Vanny se demandait quels pouvaient être les apports et les applications de cette approche dans le domaine de l'orientation. Et est-ce qu'il n'y avait pas un biais possible de désengagement, on vient de l'évoquer, des individus dans leur réflexion par rapport à leurs aspirations, puisque finalement, des algorithmes peuvent s'en charger pour nous. Donc, qu'en est-il du sentiment de contrôle et de son impact sur la motivation, particulièrement la motivation intrinsèque? C'est évidemment des bonnes questions que j'ai envie, presque si on était collectivement, de vous retourner, de resoumettre à un débat plus collectif. C'est un vrai problème. De ce que j'en sais, mais encore une fois, je ne suis pas un expert, je sais aussi que les adolescents, par exemple, ont des aspirations peu réalistes par rapport à leurs compétences. Ma fille voulait être astrophysicienne à 15 ans alors qu'elle était mouflée en maths et en physique. Il a fallu que je lui explique que peut-être que les probabilités de réussite n'étaient pas à ce stade si faibles, que si elle voulait l'être, c'était super et que j'allais soutenir à fond son projet, mais que c'était maintenant que ça se jouait qu'elle améliore ses compétences en maths et en physique. Elle a un peu abandonné ce projet pour quelque chose qui, à mon avis, lui correspond plus, mais si c'était même pas le cas, peut-être que ce serait quand même pas mal de lui donner l'information qu'avec ses compétences en maths et en physique très tôt dans l'année, bah, il faut qu'elle bosse vraiment beaucoup parce qu'elle fait partie des 2-3% seulement qui ont des chances de réussir en fonction de son profil. Donc tout ça, évidemment, est à discuter. Il faut être évidemment prendre beaucoup de précautions avec ça. J'en ai pris avec ma fille et j'espère que vous en prenez avec les gens que vous devez conseiller. Mais finalement, avoir ce genre de statistiques ou d'analyse un peu fine d'une réalité statistique, euh, n'est quand même pas complètement inopportun dans le métier que vous faites, me semble-t-il. Mais peut-être que vous allez trouver que je suis à côté de la plaque, et si c'est le cas, je m'en excuse. Mais il me semble que c'est quand même pas super inopportun. Merci. Je regarde dans le chat s'il y a d'autres questions. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une dernière question? Il nous reste quelques minutes. Allez, j'en pose une en attendant. Est-ce que, ça n'a rien à voir, mais est-ce que les learning analytics ont été utilisés dans le domaine de l'apprentissage linguistique? Est-ce qu'on a des données par rapport à ça? Bah, une des études que je montrais, qui est l'avant-dernier slide, ce qui se passe à l'université d'Amsterdam, prenait des données linguistiques auprès des étudiants, parce qu'il y avait un test qui permettait de prédire effectivement la réussite ou pas. Mais est-ce que les learning analytics sont utilisés pour améliorer la réussite spécifiquement dans ce domaine-là? Oui, certainement.
parce que c'est un champ qui est relativement riche, mais je suis à mon niveau d'incompétence, je n'ai pas lu les études qui portaient là-dessus, parce que ma focale a été attirée vers des études qui permettent d'impacter l'ensemble de la réussite à l'université et pas celle qui est plus disciplinaire. Mais comme c'est un champ qui est extrêmement vaste et florissant, il y a énormément d'études, je serais étonné que personne n'ait réfléchi dans ce domaine-là. Il y avait une autre question, si tu me le permets, enfin si vous me le permettez, qui était il ne faut pas non plus le donner au professeur. Ça me semble assez évident aussi que le professeur étant l'évaluateur, il ne faudrait pas qu'il utilise trop ce jugement de données, en tout cas frêle, pour appuyer une décision qu'il pourrait prendre par rapport à l'étudiant ou pour avoir un effet de halo sur l'étudiant. Oh, ben, il ne s'est même pas connecté à ma vidéo, ben, j'ai aucune raison de lui donner 7 points. Enfin, très caricatural, je deviens fatigué. Quand je suis fatigué, je deviens caricatural. Mais c'est vrai que c'est vraiment un problème majeur. Maintenant, on sait aussi que l'ensemble des dispositifs d'évaluation à l'université sont faibles. C'est une autre conférence que j'ai donnée avant-hier au pôle Liège-Luxembourg, mais faible. Et parfois, nourrir ces informations qui ont une valeur très faible au final, sur laquelle on va s'appuyer notre jugement évaluatif, ça pourrait quand même être le cas avec une version un peu plus mesurée d'un certain nombre de statistiques de performance de l'étudiant en cours d'année. Je n'ai pas le temps d'aborder ça, mais je pense que les évaluations en fin d'année sont quelque chose qu'on a intérêt à abandonner, à changer de paradigme pour venir sur des évaluations en cours d'année plus fréquentes, peut-être plus qui récolteront une mesure qui semblera un peu plus faible, par exemple une donnée de participation à des forums, ce qui fait partie de learning analytics, hein, et que ça pourra quand même à terme améliorer les dispositifs d'évaluation. Donc, vous voyez, j'oscille un peu entre les deux, comme j'oscille au sujet des learning analytics, et vous l'aurez bien compris. Oui, le volontariat, une fausse liberté, peut-être, peut-être, peut-être. Mais il y a quand même une forme de puissance là derrière. Vous voyez, je ne pense pas que dans mon discours, en tout cas, ce n'est pas l'idée que je voulais faire passer, j'ai été entièrement en faveur des learning analytics, comme je n'en ai pas été entièrement en défaveur. Pour moi, c'est une décision de politique institutionnelle, en fait, aussi. Dans quelle mesure est-ce que les informations dont on peut disposer valent la peine et sont utilisables pour améliorer une situation problème qu'on rencontre? Or, l'échec à l'université, et ce n'est pas à vous que je vais le dire, ça a quand même un très lourd poids personnel pour l'étudiant, hein, sur sa self-esteem, et je sais que c'est tous des éléments qui vous intéressent quand vous orientez les personnes, un lourd poids institutionnel, parce qu'on forme beaucoup d'étudiants dont on pourrait prédire assez vite, en fait, qui sont peut-être pas tout à fait à leur place, surtout dans notre système, et ce n'est pas une critique, je suis pour ça, mais dans un système qui a un système d'entrée qui est ouvert quand même à beaucoup d'étudiants, sauf dans 2-3 filières, hein, médecine, ingénieur, etc. Donc, à un moment donné, il y a des décisions qui doivent être prises. Est-ce qu'on a les moyens? Je pose la question, je n'y réponds pas. Est-ce qu'on a les moyens de se passer d'algorithmes qui pourraient nous dire assez vite, de manière assez fiable, les étudiants qui sont en danger, non pas pour leur refuser l'accès, ça c'est une question de philosophie, c'est pas la mienne, en tout cas, mais peut-être pour travailler avec eux dès le début à quelque chose de pertinent pour qu'ils puissent s'améliorer. Mais tout ça est une question d'équilibre, et ce n'est pas les learning analytics, c'est la politique institutionnelle, voire la politique communautaire, hein, qui permettrait de prendre ces décisions. Alors, il y a deux questions qui sont apparues, alors très très rapidement, parce qu'on n'a vraiment plus que 2 minutes. Il y a la question de la formation pour les enseignants et la question aussi de la démocratisation. Comment démocratiser la conception et l'utilisation de cette approche? Oui, c'est quelque chose qui, et c'est un grand danger, je l'ai dit tout à l'heure, appartient essentiellement aux GAFA. Il ne faut pas être naïf, hein. Si vous regardez à un moment donné un modèle d'Opel Corsa, vous allez recevoir par courrier électronique, par SMS peut-être, ou en tout cas sur Facebook, si vous utilisez Facebook, des publicités en lien avec Opel ou en lien avec des concurrents d'Opel qui disent que, par exemple, la petite Suzuki Swift ou je ne sais pas quoi est tout à fait bonne. Donc, on est pour le moment un peu pris en otage de nos données par des gens qui en ont la maîtrise et l'expertise. Je pense qu'on a un rôle en tant qu'universitaire, en tant qu'université, à œuvrer dans une même logique, mais avec beaucoup plus de précautions par rapport aux données qu'on va utiliser, et finalement de rendre démocratique un usage abscon pour le moment, ou en tout cas sombre
de ces données qui échappent au jugement démocratique en parlant. Et c'est notamment pour ça que j'ai accepté de faire cette conférence, par exemple. Bien sûr qu'il faut une formation pédagogique pour accompagner l'étudiant dans ses tableaux de bord et que si l'enseignant a accès aux données, il faut les former, et notamment avec une formation qui va leur dire, leur faire est pavé de bonnes intentions, chers amis enseignants, parce qu'on voit ça. Donc, il y a un enseignant, je ne vais pas le citer, mais en université, qui utilise des learning analytics pour avoir un jugement très précoce. Et quand il en parle, il dit oh, moi, j'ai les tops et les flops. Et ça, je l'ai après un mois. Mais je dis s'il ne communique jamais ça aux étudiants, enfin, les dégâts que ça peut avoir au niveau des étudiants, c'est dans son discours. Je sais diagnostiquer les tops et les flops. C'est pas ça qu'on a envie d'entendre. Donc oui, il y a une formation à faire aux enseignants, notamment sur la qualité du feedback qu'ils peuvent rendre et l'utilité du feedback qu'ils peuvent donner à leurs étudiants. Merci, Monsieur de Trou. C'était en tout cas un sujet passionnant. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi, puisqu'il y a eu beaucoup de messages dans ce sens-là sur le chat. Je suis désolée de mettre fin à cette séance, mais voilà, on est vraiment un petit peu pris par le temps. Donc, encore merci, Monsieur de Trou, pour votre présentation et votre participation à l'événement. Merci beaucoup. Avec plaisir, et on peut suivre le débat ailleurs, par cours électronique, avec ceux qui le souhaitent, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci, c'est noté.